Je règle l'heure du téléphone sur celle du serveur NTP de l'université. 7h12 minutes 4. Je veux que chaque horodatage concorde. Dans le hall du centre de congrès, les badgeuses R, F, ID clignotent par intermittence, comme si la lumière hésitait. À ma droite, un panneau indique « Salle plénière A, keynote 9h, professeur L ». Son nom est imprimé en lettres noires, police institutionnelle, sans surcharge. Je passe le portique avec un badge staff. Mon prénom est correctement orthographié. Le QR code renvoie vers une page interne, créée hier à 23h48, hébergée sur un sous-domaine de l'organisation. Je l'ai vérifié 3 fois. Personne ne voit ce genre de détails. Les gens regardent les titres, pas l'infrastructure. À 7h13 minutes 29 secondes, je rejoins le local technique. Il sent le plastique chauffé et le café rassis. 2 routeurs de secours, une baie de brassage, un ordinateur dédié au streaming, des câbles marqués au ruban de couleur. Je pose ma sacoche sur une table, j'en sors un adaptateur réseau USB-C et un petit boîtier noir sans logo. Je branche, j'attends la négociation DHCP. Le voyant passe au vert. Sur l'écran, l'arborescence des dossiers. Keynote, slide, backup, release form. Je clique sur Keynote. Le fichier du professeur est là, L-bas, keynote-bas, final-bas, v7.p ptx, modifié à 6h41. Il travaille tôt. Il se vante de ne jamais dormir avant un grand événement. Il aime répéter que la rigueur, c'est une discipline de fer. Je ne touche pas au fichier. Je l'ouvre en lecture, seul, via une copie temporaire. Je parcours les diapositives. Citations, schémas, données. À la diapo 18, une figure que je connais par son numéro interne, pas par son titre public. Les axes, les couleurs, la légende, identiques, sauf une variable renommée. Un geste de maquillage, pas de science. Je ferme. Je reviens au répertoire principal. Je crée un dossier temp-barrender et je le supprime immédiatement. Je veux que le journal d'activité enregistre une action anodine, une poussière administrative. À 7h16 minutes et 2 secondes, j'insère mon boîtier entre le port Ethernet et le switch local, un pont transparent. Je n'intercepte pas tout. Je n'ai pas besoin. Seulement 2 flux, l'upload des slides et les paquets de la télécommande de présentation. Je teste. Une requête ping vers l'IP du laptop du régisseur. 12 millisecondes, tout est stable. À 7h18-11, je sors un carnet relié, page numérotée. J'écris « Local technique, accès OK, pont en place, log synchronisé ». Je note le numéro de série du switch, visible sur l'étiquette. Je note le MAC du laptop du régisseur, capturé en ARP. J'écris sans rature. Dans le couloir, une équipe installe des kakémonos avec les visages des intervenants. Celui du professeur est au centre, photo en noir et blanc, sourire contrôlé, regard dirigé légèrement au-dessus de l'objectif. Les organisateurs l'appellent « la référence ». Les doctorants l'appellent « patron ». Les comités l'appellent « garant ». Il est invité à des keynotes, à des tables rondes, à des comités d'éthique. Il signe des préfaces, il serre des mains, il occupe les photos. Moi, je suis l'ombre fonctionnelle, une étudiante de fin de thèse, jamais au premier rang des affiches. Je fais des extractions, des vérifications, des annexes. Je produis des corpus et des scripts que d'autres synthétisent. Dans les mails, mon nom apparaît en copie, jamais en objet. À 7h22 minutes 40, je reçois une notification sur une messagerie chiffrée, compte jetable. La salle plénière a été verrouillée. Accès intervenant à 8h20. C'est le message attendu. Je bascule sur un autre fil. Un plan de circulation des badges. 2 noms sont surlignés, ceux des 2 responsables du protocole. J'ai leur numéro personnel, leurs habitudes de réponse, leur formulation type. Je sors des toilettes du personnel à 7h25 minutes 3. Dans le miroir, je vérifie la pince de mon badge, la veste noire, les chaussures sans bruit. Pas de bijoux, pas de parfum, pas de détails mémorisables. Je range le téléphone. Je me rapproche des zones où l'on joue au prestige. Les comptoirs d'accueil, les stands des éditeurs, le coin café. À 7h31-18, je le vois arriver par l'entrée VIP, accompagné d'un jeune assistant qui porte une housse de costume et une sacoche en cuir. Le professeur marche sans regarder les affiches, comme s'il les avait déjà validées. Il serre une main, puis une autre. Il parle à voix basse, phrase courte, assurance calibrée. À son poignet, une montre suisse, acier brossé. Il incline le menton quand il écoute, geste appris. Je me place à 3 mètres dos au stand d'une revue. Je prends un stylo, je fais semblant de vérifier une liste. Mon boîtier enregistre toujours. Je note l'heure, 7h32 minutes et 6 secondes. À ce moment précis, l'ordinateur du local technique reçoit un paquet que je reconnais, synchronisation de la télécommande de présentation,
modèle RF propriétaire. Le professeur a déjà testé son cliqueur sur place. Il l'a branché au laptop du régisseur où il l'a fait faire. Il a donc déjà un canal. Je ne bouge pas. Je laisse le professeur traverser le hall. Il s'arrête près d'une baie vitrée, téléphone collé à l'oreille. Il rit brièvement, sonorité sèche, puis reprend une voix neutre. Il raccroche, il lisse sa veste, il se tourne. Son regard passe sur moi sans s'arrêter comme sur un meuble. Il ne sait pas quoi chercher. Je fais 2 pas. Je m'avance dans l'angle mort des caméras du hall, là où le flux de personnes crée une couverture naturelle. Je sors un badge secondaire de ma poche sans le montrer. Je l'approche de la poche intérieure de sa veste à moins de 5 centimètres. Le lecteur NFC de mon téléphone capte l'identifiant du badge intervenant qu'il porte, sans qu'il le sorte. À 7h33 minutes 19 secondes, j'ai sa clé d'accès. Je relève la tête. Il est à 1 mètre. Je dis en articulant comme au laboratoire, sans salutation, « Bonjour professeur, je m'occupe de votre support et du streaming. » On s'est déjà vu. Il plisse les yeux, cherche une catégorie. Je pose le carnet sur le comptoir, page ouverte, et je pointe une ligne. Un numéro de référence interne, celui de ma figure, celui qu'il n'aurait jamais dû connaître. Il comprend la proximité avant de comprendre le piège. Et il ne sait pas encore que je dors sous son toit. À 7h34 minutes et 2 secondes, il ne répond pas immédiatement. Son visage reste stable. Ses doigts serrent la poignée de sa sacoche. Une microtension apparaît dans la mâchoire, puis disparaît. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, dit-il. Je hoche la tête, je range mon carnet. Je ne discute pas dans un hall. Salle plénière à 8h20. Votre fichier est déjà sur le serveur. Tout est prêt. Je m'écarte, je redeviens staff. À 7h35 et 11, je retourne vers les zones techniques. Le badge intervenant du professeur est maintenant cloné dans mon système, non pas pour entrer, mais pour écrire des traces cohérentes. Accès, présence, mouvement. Une identité, ce n'est pas un visage. C'est une suite de logs. Le flashback commence toujours par un document. 3 mois plus tôt, le PDF portait son nom en première page. Revue européenne de sciences cognitives. Article accepté. Sous le titre, une liste d'auteurs, professeur L, puis 2 collègues étrangers, puis un doctorant d'un autre laboratoire. Aucun espace pour moi. Aucun renvoi. Aucun remerciement. À 22h18 44, j'ai comparé les sections méthodologiques. Les phrases étaient les miennes, à peine déplacées. Les tableaux, mes tableaux, avec une mise en page différente. Les résultats, mes résultats, présentés comme une évidence collective. Je n'ai pas imprimé, je n'ai pas crié, j'ai ouvert un dossier. Nom du dossier, archive-L. À l'intérieur, copie des versions antérieures de mon manuscrit, historique Git, mail d'encadrement, commentaires, date de sauvegarde. J'ai exporté les métadonnées. J'ai enregistré les signatures numériques. J'ai fait ce que font les gens invisibles. Documenté. Le lendemain, au laboratoire, il m'a croisé près de la machine à café. « Votre thèse avance ? Question standard. Ton standard. » Il tenait son mug comme un accessoire. « Oui, j'ai finalisé la section sur l'algorithme d'annotation. » « Parfait. Continuez. C'est prometteur. » À 9h12 minutes 3, il a posé une main brève sur mon épaule. Geste de propriété académique. Puis il est parti vers une réunion de comité. À 9h14 minutes 20, j'ai compris la mécanique. L'institution récompense les signatures. Le travail est un flux. Le nom est une monnaie. Je n'ai pas cherché réparation. J'ai cherché structure. Retour au présent. À 7h48 minutes 55 secondes, je suis dans la salle de contrôle audiovisuel. Les écrans affichent les flux caméra, la scène vide, le pupitre avec le logo du congrès. Le régisseur boit un café. Il ne connaît pas mon nom. Il connaît ma fonction. Je branche mon ordinateur sur le réseau invité, puis sur le réseau interne via un port laissé ouvert. Les conférences sont des villes temporaires, toujours une porte mal fermée. À 7h52 minutes 10 secondes, je crée un compte organisateur secondaire avec une adresse presque identique à celle du secrétariat. Une lettre inversée, un accent manquant. Je l'ai testé sur plusieurs systèmes. Personne ne lit les accents. Objet du mail. Mise à jour urgente, slide 23. Je l'envoie au professeur, copie au régisseur. Le contenu est court, un correctif de dernière minute a été intégré. Merci de valider avant 8h30. Il lira, il validera. Il pensera que cela vient du protocole. À 8h03 minutes 27 secondes, je modifie un élément dans son fichier. Pas le texte, pas les données. Seulement les notes du présentateur invisibles au public. Une phrase. Question attendue. Expliquer l'origine du corpus initial, voire annexe B. L'annexe B n'existe pas dans son article.
Elle existe dans mon dossier. Je prépare aussi un second fichier, identique en apparence, mais contenant une diapositive supplémentaire insérée entre deux transitions. Une capture d'écran d'un commit Git daté avec mon nom complet, horodaté et une signature de dépôt universitaire. Ce fichier ne sera pas projeté par défaut. Il sera projeté si quelqu'un appuie une fois de trop. À 8h15, le professeur entre en salle plénière pour la répétition. Il teste le micro, il teste le clicker, il avance de 2 slides, il recule d'une. Le pont que j'ai installé le matin enregistre chaque commande. À 8h17 je déclenche une latence de 300 millisecondes sur une seule pression, une fois toutes les 20 commandes. Pas assez pour être une panne, assez pour être une incohérence. Il s'arrête, il regarde le clicker. Ça a sauté? Le régisseur sourit. Petit délai réseau, rien de grave. Le professeur hoche la tête, mais son regard reste fixe sur l'écran, comme si quelque chose venait de bouger derrière. À 8h19 je reçois un autre message chiffré. Le journaliste de la rubrique Université est bien là. Table 4. Je n'ai jamais contacté de journaliste directement. J'ai seulement laissé des documents accessibles, au bon endroit, sous un nom neutre, supplementary_material.zip. À 8h21 le professeur monte sur scène pour la répétition finale. À 8h20 il appuie. La diapositive avance. À 8h20 une seconde avance sans qu'il ait appuyé. Il se fige une fraction de seconde. Il se tourne vers le régisseur. Le régisseur hausse les épaules. Et dans les notes du présentateur, sur son écran de contrôle, la phrase apparaît, froide, administrative, « Question attendue. Pourquoi votre article reprend mot pour mot la thèse de votre doctorante ?» Il comprend alors que ce n'est pas une panne, c'est une procédure. Et il ne sait toujours pas que je suis assise au premier rang, badge intervenant autour du cou, sous son nom. À 8h58, la salle est pleine. Les rangées sont occupées par des enseignants, des doctorants, des représentants d'éditeurs, des membres de comité. Les ordinateurs sont ouverts, prêts à prendre des notes qui deviendront des citations. Les badges brillent sous les néons. Tout est une économie de visibilité. Je suis au premier rang, légèrement sur le côté, dans l'axe des caméras de captation. Mon badge indique « Intervenante, session spéciale ». Personne ne demande pourquoi. Les gens supposent que l'organisation sait. À 9h03, le professeur L monte sur scène. Costume sombre, micro-cravate, sourire calibré, il commence par remercier le comité scientifique. Il cite 2 noms. Il ne cite jamais les mains qui produisent. Je regarde ses gestes. La main droite tient le clicker, la gauche s'appuie parfois sur le pupitre, comme un point d'ancrage. À 9h07 il arrive à la diapositive 18, ma figure. Il la présente comme un pivot conceptuel. Nous avons observé, le pronom est large, il protège. À 9h12 je déclenche la première variation. Une question apparaît sur l'écran du système de vote interactif, envoyé anonymement depuis un compte temporaire. Q1. Pouvez-vous préciser l'origine exacte du corpus initial utilisé pour l'entraînement ? Il marque une pause. Il répond avec une généralité. Le corpus provient de plusieurs sources institutionnelles. Je note l'heure. À 9h13 une seconde question arrive, plus précise. Q2. Pouvez-vous indiquer le DOI du dépôt de données, tel que mentionné dans vos drafts internes ? Draft interne. Le mot est choisi. Il regarde brièvement vers le régisseur, puis reprend. Nous n'avons pas encore publié le dépôt complet. Mensonge technique. Facile. À 9h15 la latence revient. Une diapositive avance d'elle-même. Il recule immédiatement. Le public ne voit qu'un flottement. Lui voit une perte de contrôle. À 9h18 je reçois une notification. Le journaliste a ouvert le fichier supplementary-material.zip. Le lien a fonctionné. À 9h20, le professeur arrive à la section sur la méthodologie. Il lit des phrases qu'il n'a jamais écrites. Sa diction est fluide, mais ses yeux cherchent parfois la ligne suivante, comme s'il suivait un script étranger. À 9h23 j'active la seconde couche. Un mail part automatiquement vers 3 membres du comité d'éthique, depuis l'adresse quasi identique du secrétariat. Objet, signalement, incohérence d'attribution. Pièce jointe, un extrait comparatif, surlignage automatique, avec métadonnées horodatées. Le mail est court, neutre, merci de vérifier avant la session de questions. Risque de contestation publique, je ne demande rien. Je place seulement une obligation procédurale. À 9h27, le professeur boit une gorgée d'eau. Sa main tremble légèrement, imperceptible pour la salle, visible pour moi. À 9h30 il annonce «
Nous allons passer aux questions. Le modérateur sourit, confiant. Il ne sait pas que l'ordre du jour a déjà changé. À 9h30 et 40, la première main se lève. Un doctorant. Question banale. Puis une seconde, une professeure invitée, puis une troisième. Un homme au fond, badge presse. Je suis journaliste. Une question simple. Pourquoi votre article reprend-il des passages identiques à une thèse déposée l'an dernier sous le nom de Mademoiselle? Il prononce mon nom complet. Silence immédiat. Les micros captent le vide. Le professeur ne bouge pas. Le modérateur tourne la tête vers lui. À 9h31-12, je me lève. Pas vite, pas lentement. À la vitesse d'une procédure, je tiens une clé USB dans la main, visible. Je peux fournir les logs de dépôt, les commis et les échanges de validation. Maintenant. Je ne regarde pas le public, je regarde le professeur. À 9h31-25, il ouvre la bouche puis la referme. À 9h31-40, le régisseur reçoit une commande sur le système de projection. Une pression de cliqueur. Une seule. La diapositive supplémentaire apparaît. Sur l'écran géant, capture du dépôt Git universitaire. Mon nom. Date. Signature. Un fichier intitulé Keynote-bas, final-bas V1. Le public murmure. Les téléphones se lèvent. Le professeur fixe l'écran comme s'il le voyait pour la première fois. À 9h32 et 5 secondes, il se tourne vers moi, voix basse, micro encore ouvert. « Qu'est-ce que vous faites ?» Je réponds, toujours factuel. Je restaure la chronologie. À 9h32 et 20 secondes, 2 membres du comité d'éthique se lèvent et quittent la salle. Ils ont reçu le mail. Ils appliquent déjà la procédure. À 9h32-33, le modérateur tente de reprendre. Nous allons clarifier cela en privé. Mais la salle n'est plus un espace privé. C'est un enregistrement. À 9h33, le professeur fait un pas vers moi, hors du pupitre, comme s'il voulait réduire la distance. À 9h33, je recule d'un demi-pas. Je sais exactement où sont les caméras. À 9h33 10 secondes, il comprend que chaque mouvement est désormais une preuve. Et c'est à cet instant qu'il prononce, presque sans voix, une phrase que personne d'autre ne saisit. « Tu n'aurais jamais dû revenir ici. Je m'arrête. Le pronom n'est pas académique. Il est familial. » Et je réalise brutalement que cette conférence n'était pas le premier vol. Je ne réponds pas. À 9h33 et 14 secondes, je reste immobile. La salle entière regarde un conflit qu'elle ne comprend pas encore. Les gens cherchent un cadre. Plagiat, scandale, rivalité. Personne ne pense à autre chose. Le professeur reprend sa posture publique en une seconde. Il y a manifestement une erreur de version. Nous traiterons cela avec l'université. Phrase standard. Défensive. Vide. À 9h33 40 secondes, le modérateur coupe le micro. Le flux vidéo continue. Les sous-titres automatiques enregistrent tout. Je m'assois. Je ne quitte pas la salle. La fuite est un aveu. À 9h35, la session est suspendue. Les organisateurs se regroupent. Le professeur est escorté vers une pièce latérale. Pas officiellement. Officieusement. La mécanique institutionnelle commence. Protéger, isoler, contenir. Je les suis à distance. Mon badge intervenant ouvre les portes. À 9h37 et 22 secondes, dans le couloir, il se retourne. Vous avez transmis des documents au comité ? Je confirme d'un mouvement de tête. Ils étaient déjà accessibles. J'ai seulement indiqué ou regardé. À 9h37 et 40 secondes, il serre les dents. Vous détruisez tout. Je ne commande pas. Je note mentalement, première fois qu'il utilise un verbe absolu. À 9h38 et 5 secondes, la porte de la salle de réunion se ferme derrière lui. 2 membres de la direction restent dehors, téléphone à la main. L'un d'eux appelle le service juridique. À 9h39 10, je m'éloigne vers le hall. Le journaliste est déjà en train d'écrire. Les réseaux internes bruissent. Les conférences sont des accélérateurs de rumeurs. Je m'assois à une table, ordinateur ouvert. Je lance un dossier, phase 4. Le plan n'a jamais été uniquement académique. 3 semaines plus tôt, j'ai loué un studio à 1,2 km du campus, 680 € par mois, charges comprises. Pas pour y vivre, pour y stocker. À l'intérieur, imprimante, disque dur chiffré, téléphone prépayé, dossier papier sous pochette scellée. J'ai ouvert un compte bancaire secondaire avec une adresse de correspondance différente. J'ai effectué des virements faibles, réguliers, pour créer une normalité. Je n'ai pas préparé une dénonciation. J'ai préparé une substitution. Retour au présent. À 10h12, le professeur est toujours enfermé en réunion. Les organisateurs ont annulé la keynote suivante. Le programme se fissure.
Je reçois un message du comité d'éthique. Merci de transmettre l'intégralité des éléments. Une commission sera ouverte. Commission. Mot administratif. Début officiel. Je réponds avec un lien sécurisé. À 10h18:30, j'envoie un second mail depuis une autre identité vers l'éditeur de la revue qui a publié l'article. Objet, possible fraude d'attribution, risque juridique. Pièce jointe, preuve de dépôt antérieur. Je n'accuse pas. Je signale un risque. Les éditeurs réagissent comme toujours au risque. À 10h25, je passe devant le stand de son laboratoire. Son assistant est là, visage fermé. Il évite mon regard. Il veut vous voir, dit-il. Je ne demande pas qui est il. La hiérarchie est un réflexe. À 10h27:12, j'entre dans une petite salle sans fenêtre. Le professeur est assis. 2 juristes de l'université sont présents. Ils prennent des notes. Tout devient procès-verbal. Mademoiselle, commence l'un d'eux. Je pose une clé USB sur la table. Tout est horodaté. Tout est signé. Tout est traçable. Le professeur fixe la clé comme un objet dangereux. Pourquoi maintenant ? Demande-t-il. Je réponds. Parce que c'était le seul endroit où votre autorité était totale, et donc le seul endroit où elle pouvait tomber. Le juriste note. Le mot « tomber » est acceptable dans un compte-rendu. Le professeur inspire. Vous croyez que vous allez gagner ? Je ne réponds pas. À 10h31, il se penche légèrement, voix plus basse, hors protocole. Vous savez ce que ça va révéler aussi, n'est-ce pas ? Je le regarde. Quoi ? Il hésite. Première hésitation réelle. Votre dossier de thèse, votre inscription, votre financement. Je comprends la menace. Il a accès aux leviers administratifs. Il pense encore en termes de contrôle. J'ouvre mon ordinateur, je montre un écran. Un fichier PDF, titre « Plainte déposée, procureur de la République, 9h05 ce matin. Accusation, fraude, appropriation intellectuelle, falsification. » Il pâlit, réaction physique, non verbale. « Vous avez, commence-t-il. » Déjà déclenché la phase pénale, dis-je. Le juriste relève la tête. Le mot « procureur » change la pièce. À 10h33:20, le professeur comprend que ce n'est plus un scandale universitaire. C'est un dossier judiciaire. Il se redresse, regarde les juristes, puis moi. « Qui êtes-vous exactement ?» Question tardive. Je réponds avec précision. « La personne qui a écrit ce que vous avez signé. » Silence. À 10h34, son téléphone vibre. Il regarde l'écran. Un appel entrant. Contact enregistré. Mère. Il ne répond pas. Je vois alors, pour la première fois, un détail sur son visage. Une fatigue ancienne, pas celle d'aujourd'hui. Il murmure presque inaudible. Elle ne devait jamais savoir. Je reste immobile. Je comprends que le dossier qu'il craint n'est pas seulement académique. Et je réalise que mon plan a touché une couche que je n'avais pas encore ouverte. À 10h34:22, la salle reste figée. Les juristes échangent un regard. Ils ne savent pas ce qu'ils viennent d'entendre. Ils pensent à une affaire familiale. Ils ne veulent pas de cette dimension. Les institutions détestent les récits qui débordent. Le professeur décroche finalement. Il met le téléphone contre son oreille. Oui. Silence. Non, ce n'est pas le moment. Une voix féminine traverse faiblement le haut-parleur. Je n'entends pas les mots, seulement la cadence. Il se lève brusquement, chaise raclant le sol. Je dois sortir. Le juriste tente. Professeur, nous devons formaliser. Il coupe. Plus tard. Il sort de la pièce. L'assistant le suit. Les juristes restent avec moi. À 10h36:10, l'un d'eux demande « Vous avez évoqué une plainte pénale. Avez-vous un conseil ?» Je réponds « Tout est déjà transmis. Vous serez contacté. » Je me lève. Je ne suis pas là pour discuter. Je suis là pour activer. À 10h38, je traverse le hall. Les conversations se taisent sur mon passage. Les gens reconnaissent le mouvement d'un scandale, même sans en connaître les détails. Les conférences sont des théâtres. Le sang n'est pas nécessaire. Il suffit d'un déséquilibre. À 10h45:30, je vais dans le local technique. Mon boîtier noir est toujours en place. Je le débranche, je le range. Aucun geste inutile. Je laisse derrière moi une infrastructure propre, comme si je n'avais jamais existé. À 10h47:05, je consulte les logs, toutes les commandes du clicker, toutes les modifications de fichiers, toutes les connexions. Une chronologie parfaite. Je prépare le dernier paquet, un dossier compressé destiné à la police judiciaire contenant preuves d'antériorité, correspondance, capture des modifications, enregistrement de la keynote, comparaison textuelle automatisée. Je nomme le fichier PIECE-0001.zip. Procédural. À 13h20,
L'après-midi, la conférence continue sans lui. Son nom est retiré des panneaux. Les organisateurs parlent de problèmes techniques. Personne ne prononce le mot vol. Le professeur n'est plus visible. C'est le début de la disparition. À 14h05, je reçois un mail de l'éditeur. Nous suspendons l'article. Merci de coopérer avec notre enquête interne. Suspension. Première fissure publique. À 14h30, un autre mail arrive, cette fois du service des ressources humaines. Convocation disciplinaire, présence requise. Le mécanisme institutionnel s'est retourné, lentement, mais définitivement. Je ferme l'ordinateur. Le soir, à 21h12, je suis dans mon studio loué. Les stords sont baissés. La pièce est éclairée par l'écran d'un ordinateur portable. Sur la table, dossier papier, clé USB, un dictaphone. Je n'ai pas besoin de dormir, je dois vérifier. À 21h14 j'écoute l'enregistrement de la keynote, segment 9h33 Sa phrase « Tu n'aurais jamais dû revenir ici ». Le pronom, je rembobine, je réécoute, même résultat. Je prends un dossier, un autre, je cherche une information que je n'avais jamais cherchée. Nom de ma mère. Ancien formulaire d'inscription universitaire. Champ. Père. Vide, toujours vide. À 21h40, mon téléphone prépayé vibre. Numéro inconnu. Je décroche. Oui, la voix est celle du professeur. Plus basse, sans scène. Je sais où vous êtes, je regarde autour, rien ne bouge. C'est impossible, dis-je. Je vous ai trouvé il y a longtemps, répond-il. Je note l'heure. Vous pensez que c'est terminé ? Ce n'est pas terminé, je ne parle pas. Il ajoute, après une pause, vous avez utilisé mon nom pour entrer. Vous avez pris mon badge, vous avez pris mon travail, vous avez pris... Il s'interrompt. Vous avez pris ma place, je réponds. Votre place était déjà construite sur la mienne. Silence. Puis il dit distinctement, je ne vous ai pas volé, je vous ai reconnu, je reste immobile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sa respiration est audible. Regardez dans le dossier médical de votre mère, année 1997, clinique Saint-Augustin. Vous comprendrez, la ligne se coupe. À 21h52, je reste devant l'écran. Le plan était académique, le plan était judiciaire, le plan était une démolition. Mais il vient d'ouvrir une autre archive. Et je comprends que la dernière preuve n'est pas dans un article. Elle est dans ma naissance. Je ne dors pas. À 6h10, je suis devant la clinique Saint-Augustin. Façade claire, sécurité discrète. Je porte un dossier administratif sous le bras. Aucun geste inutile. À 6h18 l'accueil ouvre. Nom de votre mère ? Je réponds. Elle tape, pause. Vous êtes la fille, je confirme. À 11h07 le service archive me fait entrer dans une salle froide. Une chemise cartonnée est posée sur la table. Je lis, champ, père déclaré. Un nom, le sien. Professeur L. Je reste immobile. Une donnée, pas un choc. Une note supplémentaire, confidentialité demandée par le père. Accord financier. Clause de silence. Montant, 50 000 €. Transaction. Je ferme. À 14h30, l'université diffuse un communiqué interne. Enquête ouverte. Suspension des fonctions du professeur. Procédure. À 16h12, l'éditeur envoie un mail. Article retiré temporairement. Addendum en préparation. Le mot addendum remplace fraude. À 19h55, je suis convoqué au rectorat. Le professeur est assis, seul cette fois. Costume sans cravate. Sur la table, un document officiel. Il le pousse vers moi. Titre, ajout d'un auteur, reconnaissance rétroactive. Mon nom est déjà imprimé en bas, espace vide pour la signature. C'est la seule façon de contenir, dit-il. Je regarde la feuille. Vous me donnez ce que vous m'avez pris. Il répond. Je vous donne ce que je peux contrôler. Silence. Il ajoute voix basse. Vous savez maintenant pourquoi je ne pouvais pas vous laisser parler. Je ne demande pas. Je sais. À 20h03, je signe. Le trait est net. Mon nom devient public. À 20h10, il sort un second papier. Reconnaissance légale. Une ligne simple, paternité. Il ne prononce pas le mot. Il n'a jamais eu besoin des mots. Dehors, la presse parlera de scandale académique. Les comités parleront de manquements. Les juristes parleront d'accords. Personne ne parlera de 1997. À 8h, le lendemain, la revue met à jour l'article. 2 auteurs principaux. Professeur L et moi. Je reçois des messages de félicitations. Invitation. Demande d'interview. La reconnaissance arrive comme un dossier validé. Je regarde l'écran.
La vengeance n'a pas effacé son nom. Elle l'a inscrit à côté du mien. Et dans ce silence administratif, je comprends la dernière structure. Je n'ai pas détruit son monde. J'ai été intégré dedans.